Réunis en sommet, les Européens adoptent, après d'âpres négociations, une feuille de route qui ouvre la voie à des mesures destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie. Alors que la première ministre britannique Liz Truss a déposé sa démission, le Parti conservateur devrait élire un nouveau leader d'ici le 28 octobre. En Ukraine, de nombreuses régions sont soumises à des restrictions d'électricité. Volodymyr Zelensky accuse la Russie de transformer le réseau électrique en un champ de bataille. L'Union européenne sanctionne Téhéran après l'utilisation de drones kamikazes de fabrication iranienne par l'armée russe en Ukraine. Affrontements violents et meurtriers au Tchad entre la police et l'opposition qui manifestent contre le maintien au pouvoir du président Déby. Pour les mesures, il faudra encore attendre. Mais les dirigeants européens affichent un front uni et adoptent dans la nuit de jeudi à vendredi à Bruxelles une feuille de route commune. Restera à s'accorder dans les prochaines semaines sur des mesures d'endiguement de la flambée des prix de l'énergie. Il y a la forte détermination, partagée à l'unanimité, les conclusions écrites en attestent, d'agir ensemble, en Européens, pour atteindre 3 buts. Baisser les prix, faire baisser les prix, garantir la sécurité d'approvisionnement et continuer à travailler pour réduire la demande. Nous souhaitons débloquer environ 40 milliards de fonds disponibles dans le budget de l'UE afin de permettre aux États membres de soutenir les plus affectés par la crise énergétique, les ménages ou les PME vulnérables. Il faut également faire davantage pour les grandes industries afin qu'elles puissent faire face au prix élevé de l'énergie. À ce titre, le sujet des investissements est très important. Parmi les mesures envisagées par les 27, l'achat commun de gaz auprès de pays considérés comme fiables comme la Norvège ou les États-Unis, l'encadrement des prix de gros du gaz naturel ou le plafonnement des prix du gaz destiné à produire de l'électricité. Après seulement 45 jours à Downing Street, la première ministre britannique Liz Truss a annoncé ce jeudi sa démission. Suite à l'abandon de son programme économique qui avait provoqué la frayeur des marchés et le départ de 2 de ses plus importants ministres, Liz Truss était plus isolée que jamais au sein du Parti conservateur. Compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de chef du Parti conservateur. Le Parti conservateur a indiqué que le successeur de Liz Truss devrait être désigné à l'issue d'un processus d'élection interne accéléré. Il sera possible de procéder à un scrutin et de conclure une élection d'ici le vendredi 28 octobre. Nous devrions donc avoir un nouveau leader en place avant la déclaration fiscale qui aura lieu le 31. Parmi les personnes susceptibles de proposer leur candidature figure Boris Johnson, que Liz Truss avait remplacé. Mais pour l'opposition travailliste, il est désormais temps de laisser le peuple britannique décider. Nous ne pouvons pas avoir une autre expérience avec les Tories à la tête du pays. Il y a une alternative, et c'est un gouvernement travailliste stable. Et les citoyens ont le droit d'avoir leur mot à dire, et c'est pourquoi il devrait y avoir des élections générales. Le court mandat de la Première ministre a été marqué par le limogeage de son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, avec lequel elle avait conçu sa politique économique impopulaire. L'annonce de sa démission a provoqué le soulagement des marchés britanniques, avec notamment le rebond de la livre sterling. Au lendemain d'une série de frappes russes visant des infrastructures énergétiques, les autorités ukrainiennes ont demandé ce jeudi à la population et aux entreprises de réduire autant que possible leur consommation d'électricité. À Kiev, les habitants ont ainsi été appelés à éteindre les équipements électriques entre 7h et 23h. En plus de la capitale, les régions de Tchernihiv, Tcherkassy et Zhytomyr sont particulièrement touchées, comme l'a indiqué le gestionnaire de réseau de transport d'électricité Ukrenergo. Dans un message adressé aux dirigeants européens qui tiennent un sommet consacré à l'énergie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de tuer des civils et de frapper des cibles non militaires et des infrastructures critiques. La Russie transforme le réseau électrique ukrainien en un champ de bataille, a-t-il déclaré.
Sur le terrain, la guerre continue. Le ministère russe de la Défense affirme que ses forces ont repoussé une contre-offensive ukrainienne dans la région de Kherson, où des ferries continuent de déplacer la population vers des zones sous contrôle russe. Moscou appelle cela des évacuations, Kiev des déportations. Les autorités imposées par Moscou entendent évacuer un total de 60 000 personnes. Avant la guerre, Kherson, première grande ville occupée par les Russes, comptait près de 300 000 habitants. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a visité un camp d'entraînement militaire près de Moscou. La plupart des recrues sont arrivées là à la suite d'un ordre de mobilisation partielle qui a poussé des centaines de milliers de Russes à fuir le pays. L'Union européenne a approuvé des sanctions contre 3 responsables de l'armée iranienne ainsi qu'une entreprise de la République islamique pour avoir fourni à la Russie des drones suicides utilisés en Ukraine. Malgré les démentis de Moscou et Téhéran, des drones kamikazes Shahid 136 ont été repérés des dizaines de fois dans le ciel ukrainien ces dernières semaines. Il y a eu un accord politique large sur le fait que l'UE devait réagir rapidement. Maintenant que nous avons rassemblé suffisamment de preuves, le travail se poursuit au sein du Conseil en vue d'une réponse claire, rapide et ferme de l'UE. Le ton est similaire du côté de l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a lancé un avertissement aux autorités iraniennes. Nous demandons à l'Iran de ne pas fournir de drones ni de missiles. Et toute fourniture de missiles constituerait également une violation manifeste des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les drones suicides jouent un rôle clé dans la nouvelle stratégie de Moscou visant à frapper des infrastructures, y compris civiles et énergétiques en Ukraine. Kiev s'est félicité de la réaction rapide de Bruxelles. Les vols de drones dans ces contrées stratégiques mettent la Norvège sur les dents. Lundi, un homme de 47 ans a été arrêté, fils de l'ancien patron des chemins de fer russes, Vladimir Yakounine, considéré comme un proche du président Poutine. Et c'est un citoyen russe de plus. 7 Russes sont en détention provisoire après avoir effectué illégalement des vols de drones en Norvège. Le département de contre-espionnage est chargé de l'enquête. Selon ce département, ces incidents pourraient indiquer que la Russie prend plus de risques dans ses activités d'espionnage. Selon les services de sécurité, les drones pourraient être aussi utilisés pour semer la peur sur la capacité de la Norvège à garantir la sécurité de ses livraisons d'énergie. Le gaz norvégien est considéré comme essentiel pour couvrir les besoins énergétiques de l'Europe cet hiver. Des avions et des navires patrouillent en mer. Des soldats aident la police à surveiller plusieurs raffineries de pétrole et usines de gaz. Le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique a conduit Oslo à renforcer la sécurité autour de ses infrastructures. Au loin, des gaz lacrymogènes. Le Tchad connaît des heurts violents. Manifestants et police s'affrontent à N'Djamena, la capitale. Des centaines de personnes sont réunies contre le maintien au pouvoir du président Mahamat Idriss Déby Itno. Les autorités annoncent une 50aine de morts au moins et une centaine de blessés. Des manifestants ont été tués par balles, dénonce dans ce tweet l'opposition. La France, sur Twitter également, a condamné ces violences, assurant ne jouer aucun rôle dans ces événements. Les fausses informations sur une prétendue implication de la France n'ont aucun fondement, écrit le Quai d'Orsay. L'opposition est descendue dans la rue après la prolongation pour 2 ans du mandat du président Déby. Sa présidence de transition devait s'achever ce jeudi. Mais fin septembre, Mahamat Idriss Déby Itno a finalement été maintenu président jusqu'à des élections démocratiques censées se tenir à l'issue d'une 2e période de transition. Cette crise intervient alors que le Tchad subit de graves inondations. Le président a décrété mercredi un état d'urgence face à cette catastrophe qui touche plus d'1 million de personnes.